Retrouvez toute l'énergie des grandes gueules sur Radio Espace avec le groupe SDF à travers les produits pâte dentifrice SDF, lait Incolac, Nutrissime, Jus Sagico. Le groupe SDF, le mastodonte des produits alimentaires en Guinée. L'émission qui enjaille la Guinée et qui décrypte l'actualité à 360 degrés. Les grandes gueules. C'est aussi sur Sweet FM Guinée. Tous les jours, du lundi au vendredi à 18h. Sur la radio, It's Only It. The Morning, les GG, tout sur les dessus de l'actu. Ahmed Kamara, Abdourahmane Diallo, Ibrahima Bantokouba, Moussa Moïsila, Aboubakar Diallo, Lamine Guirassi forment les grandes gueules. Parler beaucoup, manger l'argent, voyager beaucoup seulement, mais travailler beaucoup, créer des choses, emploi des jeunes, non, non, non. Les dirigeants africains, les dirigeants sont comme ça. Les grandes gueules. Bienvenue chez les GG, mesdames et messieurs, en ce lundi, un autre numéro de cette émission. Vous nous écoutez partout dans le monde entier via notre site internet, le www.espacefmguinée.info. Vous êtes plus de 77 000 personnes à télécharger l'appli Espace à travers le monde. Merci de votre fidélité. En ce jour, oui, nous avons au menu chez les GG deux sujets. La CENI appelle les partis politiques en lice pour les législatives à déposer la liste de leurs représentants à la commission finances. Celle-ci doit réunir plutôt demain, mardi, les formalités ou les formations plutôt politiques. Donc jusqu'à ce soir pour le dépôt. À quoi donc cette commission servira-t-elle? C'est la question que les GG posent ce matin. Yoro Condé, directeur de communication du côté de la CENI, nous allons l'avoir dans cette émission. Je vous le disais, dans notre émission Le Morning, invité exceptionnel ce matin, c'est bien sûr monsieur Aboubakar Sila, porte-parole de l'opposition. Nous allons aussi joindre le lieutenant-colonel Ansouman Kamara, coordinateur des unités d'intervention de la police, et là Junior Condé du bureau politique de RPG Arc-en-Ciel. Ceci pour le sujet. Les accusations se multiplient entre l'opposition et la police sur l'arrestation des présidents de l'UFC du PPG jeudi. Aboubakar Sila et Charles Pascal Tolno accusent les agents des forces de maintien d'ordre et de les avoir brutalisés et insultés au cours de leur interpellation, tandis que les policiers prétendent les avoir sauvés des jets de pierre des manifestants. Que s'est-il réellement passé ces jours-là? C'est la question que les GG posent ce matin. Mesdames et messieurs, si vous êtes téléspectateurs de Gangan TV, vous allez avoir une exclusivité avec l'arrestation de ces leaders politiques, parce que ça va diffuser ce soir sur cette télévision. En tout cas, merci de nous rejoindre dans cette émission. Monsieur Ahmed Kamara, bonjour. Bonjour Lamine. Bonjour à vous, Abdourahmane Diallo. Bonjour Lamine. Bienvenue Moussa Moïsila. Merci, bonjour. Bonjour à vous, Bandanko. Bonjour. Voilà, Aboubakar Diallo, bonjour. Bonjour Lamine. Allez, on s'intéresse à notre émission, Ahmed Kamara, confusion autour des conditions d'obtention des crédits accordés aux femmes par le chef de l'État, professeur Alpha Comment Condé. voulez-vous qu'il n'y ait pas de confusion quand on donne de l'argent et qu'il n'y a pas de structures adéquates pour pouvoir bien gérer il y a des structures Non, adéquates. Maintenant, doucement, on va aller doucement. Il y a des structures adéquates et il y a des problèmes. Il y a des structures adéquates et il y a des problèmes. Et maintenant on attache ces structures à la présidence. Il y a des institutions de microfinance auxquelles on a confié cet argent-là pour gérer, pour accorder des crédits aux femmes. Mais le problème, c'est que la communication est mal passée. Oui, la communication est mal passée. C'est pourquoi je vous dis qu'il n'y a pas de structure adéquate. Les femmes ont mal compris à quoi devait servir cet argent-là. Le week-end dernier, depuis le vendredi, le président a convoqué l'association des professionnels des institutions de microfinance pour qu'ils s'expliquent ça. Parce qu'en fait, les femmes seraient venues dans les agences de ces différentes IMF pour demander à ce qu'on leur accorde des crédits. Mais ce qu'elles n'ont pas compris, c'est que cet argent ne sert pas à faire de la campagne pour le RPG Arc-en-Ciel. Ça, c'est la première chose. La deuxième chose, c'est que l'argent doit servir pour des activités génératrices de revenus, parce qu'elles doivent rembourser l'argent avec un taux d'intérêt. Et donc, les femmes sont allées expliquer au président de la République qu'on voulait les escroquer et qu'on refusait de leur accorder ces crédits. Parce qu'il y a quand même des conditions qu'il faut remplir. Et le truc, c'est que cet argent, c'est de l'argent politique. Aujourd'hui, j'ai discuté avec certains responsables d'IMF qui me disent ils sont coincés. On les oblige à prendre cet argent à distribuer aux femmes, mais le problème c'est que il n'y a aucune conditionnalité qu'on veut qu'ils respectent, parce que eux c'est les institutions. Le taux d'intérêt qui est fixé par le président. Le président demande à ce qu'on fixe un taux d'intérêt de 3%, alors que les IMS aurait fixé un taux de 15%. Mais là n'est pas le problème. Tout le problème, c'est la procédure d'obtention. La procédure d'obtention de cet argent. Tout le problème, c'est la procédure d'obtention de cet argent. Soyez raisonnable, s'il vous plaît. Je pense que dès le début, c'est là où tout a foiré. Si vous voyez des femmes qui vont se présenter pour dire ah, on pensait que c'était ça, alors justifiez, faites le calcul. Je pense que la communication non seulement est mal passée, par ces structures, mais également je pense que on a fait croire à ces femmes également que cet argent c'était pour mettre à leur compte
pour faire un certain nombre de projets, mais qu'elle ne devait pas rembourser. Moi, je ne crois pas du tout. Je ne crois pas du tout à cette explication, Ahmed Kamara. Non, vous ne croyez pas. Qu'on dise qu'on dise qu'on a fait à croire. Non, qu'on dise qu'on a fait à croire aux femmes que elles avaient à prendre de l'argent dans les caisses des institutions de microfinance pour faire de la campagne avec. Je ne crois pas du tout à cette explication. Je pense que Abdourahmane lui-même a touché du doigt tout de suite le principal point d'achoppement. Ouais. Je pense que ce qui oppose le président Alpha Condé à ces institutions de microfinance aujourd'hui, c'est que le professeur Alpha Condé a comme l'impression que les clauses si on peut appeler comme ça, du contrat entre lui et les institutions de microfinance n'ont pas été respectées. Parce que à l'origine, il aurait demandé à ces institutions d'accorder les prêts aux femmes avec un taux d'intérêt de 3%. Mais comment voulez-vous que ces femmes n'aillent pas se plaindre auprès du président de la République alors quand on les soumet à un taux d'intérêt de plus de 15%? Alors le seuil qui avait été fixé, je vous donne un exemple, parce qu'il y a un dossier qui est arrivé dans une institution de microfinance avec une demande de financement de 200 millions, alors que le seuil qui était fixé, c'était 5 et 6 millions. Oui, mais attendez, quand des femmes comme ça viennent avec un montant de 200 millions avec un projet qui n'est pas viable, qu'est-ce que vous voulez? Les institutions de microfinance sont obligés de rejeter le dossier. Aujourd'hui, ils sont... Mais ça ne peut pas poser problème. Parce que le problème, c'est qu'avec les explications qu'on pourrait fournir à ces femmes, il est clair. Ce sont ces explications qui n'ont pas été comprises. Ce sont ces explications qui n'ont pas été comprises et des femmes sont allées se plaindre du président de la République. Il y a deux types de prêts. Le prêt à titre individuel, qui est de l'ordre d'1 à 5 millions de francs guinéens, et le prêt qu'on accorde au groupement, qui ne peut pas dépasser 35 millions, 35 ou 36 millions. Je pense que quand une femme monte un projet qui coûterait 200 millions, je pense que les institutions de microfinance n'ont qu'à lui expliquer que ce montant ne peut pas être accordé. Voilà. C'est aussi simple que cela. Allez-y, Bantanko. Je pense que tout a été dit, mais les précisions, c'est juste ça. Effectivement, on a parlé de 3% et les institutions de microfinance ont remonté donc la barre à 15%. Cela n'a pas plu au professeur Alpha Condé, puisque tout simplement, il estime que si ces femmes se débrouillent et que effectivement elles doivent rembourser plus de 3%, ce serait compliqué. Alors donc ça c'est un premier aspect. Le second aspect, c'est vrai, c'est pas facile de faire comprendre à ces femmes, parce que généralement les femmes qui se regroupent en groupement, vous savez déjà le taux d'analphabétisme. Donc sinon, on a le texte dans lequel ça avait été bel et bien dit que vous prenez cet argent, mais vous serez obligé de rembourser. Donc ce n'est pas un don, donc c'est un prêt. Cela dans les textes ça existe, mais aujourd'hui la cacophonie se trouve à un certain niveau. Les femmes veulent plus, c'est-à-dire des projets qui demandent beaucoup plus d'argent, alors que c'était bien précisé, en tout cas sur le alors dites-moi que c'est un projet qui a été mûri. Dites-moi que c'est un projet qui a été mûri avant d'être lancé. Non, ça n'a pas été mûri. Là, je suis d'accord avec toi. Voici un projet qui s'inscrit encore dans la longue liste des décisions populistes de la part du chef de l'État. Il faut se dire la vérité, parce que tout simplement, on a envie, à travers de l'argent, cet argent-là, il appartient à qui? C'est de l'argent des contribuables guinéens. On a envie, à travers cet argent, d'attirer une certaine partie de l'électorat sans pour autant mettre des mécanismes de dépôt de véritables projets pour le décaissement de ces fonds. Ce ne sont même pas des projets bancables. On veut à travers cela montrer la grande générosité du grand chef qui pense aux femmes, qui pense aux jeunes, alors que derrière les conséquences peuvent être désastreuses. Je pense que il y a lieu qu'au niveau de la présidente de la République, qu'on fasse attention à certaines décisions que l'on veut, que l'on lance, parce que tout simplement, l'effet qu'on attend, on risque de ne pas avoir cet effet. Voilà, Bakar Diallo, le président Condé a martelé ce week-end, on l'a vu un petit peu à la télévision. Ouais, c'est un discours de fermeté, hein. Ouais. C'était à l'occasion du lancement des travaux de réhabilitation des voiries de Matam et de Dixine. Et vous savez, comme lors des précédentes étapes à Koloma, à Tombolia, le président de la République, c'est comme devenu une habitude chaque fois qu'il vient à ces cérémonies. Voilà, il tient un discours de fermeté, en tout cas concernant ces élections. Il est revenu sur la date du 30 juin. Et il l'a dit pourquoi surtout, hein, il a pris ce décret là, parce que c'est l'appui de la communauté internationale. On l'a vu, on s'en doutait de toutes les façons là-dessus, Ahmed Kamara. C'est déjà grave. Ouais. Je pense que même si la communauté internationale vous soutient, vous devez conserver ça pour vous, vous devez le garder pour vous. Mais s'afficher en disant c'est la communauté internationale qui me soutient, ben imaginez ce qui pourrait se passer. L'opposition dira quoi dans ce cas? Si c'est la communauté internationale qui doit gérer la Guinée à la place des Guinéens, ben on verra. Je pense que déjà c'est une mauvaise communication de la part du président de la République. Ça ne se fait pas. Et on a toujours dit le président doit encore revoir sa communication. Quand on dit qu'il a nettoyé sa communication, ben après il fait quelque chose et qui nous amène
amène à dire encore que sa communication, c'est pas du tout ça. Je pense que donc le président a très mal communiqué à ce niveau en tant que chef d'État. Je pense parce que comment j'ai écouté cela, je me suis dit, le chef de l'État a pris un décret. Le décret de la discorde, parce que tout simplement, après la prise de ce décret, vous avez vu tout ce que ça a créé. De l'autre côté, à une sortie médiatique, il affirme qu'il y a lieu d'aller vite parce que les investisseurs veulent venir en Guinée, mais il n'y a pas d'assemblée nationale. Mais encore faudrait-il que cette assemblée soit le reflet, soit l'émanation du peuple de Guinée. Parce que si on a une assemblée qui est complètement la démocratie. Non, si on a une assemblée qui est complètement la démocratie. Ceux qui sont appelés communautés internationales ont quelque chose à faire. Il y a une assemblée représentative du peuple, c'est pas le problème. C'est une communauté d'intérêt. C'est pourquoi nous sommes d'accord avec tous ceux qui veulent qu'il y ait des élections, mais des élections qui ne soient pas unilatérales. Des élections qui soient consensuelles. Des élections qui donneront la possibilité à tous les acteurs politiques de se présenter librement et que les résultats soient transparents. Parce que cette communauté, je suis d'accord, la communauté internationale, je pense que la communauté internationale, on est plus dans ce cas de figure, je pense. Non, le professeur Alpha Condé a pris sa décision. Je pense que il ne pouvait pas avoir un autre discours samedi à Dixine et à Matam. Il y a eu des manifestations. Le chef de l'État, laissez-moi aller au bout de mes idées. Je pense que c'était quand même une sortie, la toute première sortie du président de la République après sa décision de convoquer le corps électoral. Et je pense que il n'avait pas un autre discours. Je mets un peu dans sa peau. Il n'avait pas un autre discours à tenir que de défendre sa décision, que de soutenir sa décision. Tu colles mal dans la peau. Parce que tout simplement. Je pense qu'Alpha Condé a ses raisons. Il a ses raisons de soutenir sa décision. Si Aboubacar Diallo trouve que le discours du professeur Alpha Condé est bien structuré, il faut... Non, pas du tout, Bantango. Non, il faut pas dénaturer. Allez-y. Non, je laisse pas passer ça, Lamine. Allez-y. Non. Je fais pas des commentaires sur la structuration du discours. J'ai dit, Alpha Condé, dans ce cas de figure, ne pouvait pas tenir un autre discours que de défendre, que de soutenir la décision qu'il venait de prendre. Évidemment. Allez-y, on va pas dire qu'il est structuré ou pas. On va voir. À matin, qu'est-ce qu'il a dit? Qu'est-ce qu'il a retenu l'attention des Guinéens? C'est parce qu'il a dit, quand nous finirons ces routes, on ne dira pas que c'est pour une ethnie. Et il a ajouté que même les chiens vont marcher sur ces routes. Alors, vous vous rendrez compte qu'à Colombo 2, elle avait dit, laissez-les aboyer. Alors, est-ce qu'aujourd'hui, on a besoin que le chef de l'État utilise ce terme, même si on ne veut pas coller effectivement cet aspect de chien donc aux opposants, mais il avait dit auparavant que laissez-les aboyer, alors que nous savons que ce sont les chiens qui aboient. Donc moi je pense que dans ce discours-là, le président doit revenir un petit peu. Donc il va être au-dessus de tout, effectivement, parce qu'on s'attend à ce que quand le chef de l'État parle, que les ardeurs vraiment se retrouvent, effectivement, que la situation s'apaise. Mais si effectivement c'est à l'issue donc de sa sortie médiatique que toutes les flammes montent, il faudrait s'attendre encore à pire. Donc il faudrait absolument, qu'on l'a dit toujours dans ces sorties médiatiques du chef de l'État, il y a beaucoup à corriger. Voilà. Les grandes gueules. Tout sur les dessous de l'actu. Ahmed Kamara, Ibrahima Bantakoba, Abdourahmane Diallo, Moussa Moïse Silla, Aboubacar Diallo, Lamine Guirassi forment les grandes gueules. Ici, l'actu rime avec liberté de ton sur Radio Espace. Et surtout à nos auditeurs de Kindia qui écoutent cette émission sur la radio Sabou FM, voilà, modulation de fréquence au 96.6. Et voilà, vous êtes en synchronisation. Merci de nous rejoindre. On en parle dans un instant avec notre invité exceptionnel ce matin, monsieur Aboubacar Silla. Mais bien d'abord, vous avez certainement eu écho de cette nouvelle ce week-end. La CENI appelle les partis politiques à liste pour les législatives à déposer la liste, si vous êtes leurs représentants, à la commission finance. Celle-ci doit se réunir demain mardi. Les formations politiques n'ont donc que jusqu'à ce soir pour le dépôt. À quoi cette commission servira-t-elle? C'est la question que nous nous posons ce soir sur Gangan TV. Dans un instant, nous allons essayer de joindre Yero Condé, directeur de communication du côté de la CENI. On revient sur cette actu aussi. Les accusations se multiplient entre l'opposition et la police sur l'arrestation des présidents de l'UFC et du PPG jeudi. Aboubacar Silla et Charles Pascal Tolno accusent les agents de force de l'ordre de les avoir brutalisés et insultés au cours de leur interpellation, c'est bien cela, tandis que les policiers prétendent les avoir sauvés des jets de pierre des manifestants. Qu'est-ce qui s'est-il réellement passé ce jour-là? C'est la question que nous nous posons ce soir sur Gangan TV. Non seulement notre invité va s'expliquer dans un instant, mais aussi avec ces images exclusives, si vous voulez, sur Gangan TV ce soir. Encore une fois, merci de nous rejoindre. Monsieur Aboubacar Silla, bonjour.
Bonjour. Voilà, bienvenue dans cette émission Les Grandes Gueules sur Radio Espace. Aboubacar Diallo. Monsieur Silla, depuis la marche du jeudi 18 avril, la polémique enfle autour des circonstances et du déroulé de votre arrestation et de celle du leader du PPG, Charles Pascal Tolno. Et vous avez suivi certainement les déclarations du coordinateur des unités d'intervention à la personne du lieutenant-colonel Ansman Kamara, Bafoué, qui a donc donné sa version des faits ce week-end dans les médias. Vous êtes présent dans ce studio. Quelle est votre part de vérité par rapport aux circonstances et au déroulé de votre arrestation? Merci pour votre question, mais comme j'ai le privilège d'être votre invité, je crois que j'ai le droit de faire quelques brefs commentaires sur les sujets que vous venez d'évoquer tout à l'heure. C'est Moussa qui a bloqué le micro. Vous avez parlé de cette anomalie qui a été dénoncée par les femmes lorsque le président a bien voulu les recevoir concernant l'utilisation des fonds mis à leur disposition dans le cadre des institutions de microfinance. Ben, c'est une anomalie qui caractérise aujourd'hui toute l'économie guinéenne et précisément le domaine du crédit bancaire en Guinée. Nous avons un pays en Guinée aujourd'hui où il y a un taux d'inflation de moins de 13%. Et vous savez quel est le taux auquel on rémunère les comptes d'épargne? C'est 3%. C'est-à-dire qu'on décourage les épargnants parce que quand vous déposez votre argent à la banque, on vous rémunère pour 3% alors que l'inflation fait 15%. C'est-à-dire que, en fait, votre compte devient un compte structurellement déficitaire parce que vous perdez de l'argent en déposant l'argent dans votre banque. Par contre, les banques, elles indexent leur taux d'intérêt sur le taux d'inflation. Leur taux d'intérêt est toujours supérieur au 13%, donc elles gagnent de l'argent. Je crois que c'est dans ce piège que les autorités guinéennes sont tombées en allant installer ces fonds au niveau des institutions de microfinance qui fonctionnent comme le système bancaire guinéen et qui, de cette façon-là, prennent les crédits prennent les comptes d'épargne et les rémunèrent à 3% seulement, mais prêtent à 15% ou à 17%. Tout ça, c'est des anomalies qui pénalisent notre économie, qui font que le crédit ne fonctionne pas, et des questions sur lesquelles les autorités se taisent. Alors que normalement, on doit toujours rémunérer un compte d'épargne au-dessus du taux d'inflation. Sinon, ce n'est pas la peine d'épargner. Donc, vous avez en ce moment une épargne négative et vous n'avez aucun intérêt à bancariser vos fonds. Bon, on ne sait pas ce que vous avez. Allez, on va dire quelques arguments en ce qui concerne l'économie, monsieur. Pour revenir à la question de monsieur Aboubacar Diallo, je dois dire que le domaine de la communication est un domaine un peu spécifique. Et lorsque des représentants de forces de l'ordre s'y essayent, il faudrait normalement qu'ils soient mandatés. C'est pour ça qu'au niveau de l'armée, au niveau de la gendarmerie, il y a des porte-paroles, il y a des chargés de communication. Et c'est pas pour rien qu'on qualifie l'armée de grande muette. C'est parce que généralement dans ces secteurs, on ne parle pas n'importe comment dans les médias. Parce que cette déclaration du lieutenant-colonel Bafoué, ben, elle va à contre-courant de tous les discours officiels qui ont été tenus sur ces questions. Elle contredit même le communiqué officiel du porte-parole du gouvernement. Le porte-parole du gouvernement a reconnu qu'il s'agissait d'une interpellation pour une infraction qu'il a qualifiée de violation d'un cordon de sécurité. Le colonel Bafoué dit qu'il ne s'agit pas d'interpellation, qu'il s'agit d'une opération de sauvetage des leaders qui étaient en difficulté et du fait de jets de pierre qui étaient lancés par leurs propres militants et sympathisants. Bon, je vous laisse deviner ce qu'il faut en penser. Bon, ouais, premièrement. Deuxièmement, il y a un bilan officiel qui a été publié par le gouvernement de tous ces événements. Premièrement, on a dit qu'il y a eu un mort. Ensuite, il y a eu 4 blessés par balle. Et les autres ont été blessés par jet de pierre. Le lieutenant-colonel Bafoué dit que mon garde-corps a poignardé le sien lors de l'opération d'interpellation et nulle part dans le bilan officiel présenté par le gouvernement, il n'a été question d'un policier poignardé. Encore moins un policier poignardé par un garde-corps de leader politique. Tout ceci, c'est des contradictions dont il aurait pu faire l'économie s'il ne s'était pas essayé à un exercice pour lequel je suppose qu'il n'est pas désigné. Ceci dit, je ne comprends pas comment on peut venir nous sauver contre nos propres militants, ceux auxquels on a lancé l'appel de sortir manifester. C'était pas contre les contre-manifestants, non? J'aimerais qu'il nous fasse un peu qu'est-ce qui s'est réellement passé, monsieur Abakassila. Je vais remonter un peu, allez-y, pour que vous compreniez très bien tout ça. D'abord, nous avons donc décidé, nous, d'aller en dialogue structuré avec le gouvernement. Et pendant que tout se mettait en place pour ce dialogue, pendant qu'il n'y avait plus aucun obstacle pour que ce dialogue commence,
on n'attendait plus que l'arrivée du facilitateur international qui avait déjà été désigné par le secrétaire général des Nations Unies. On est revenu plusieurs fois. Il y a eu ce fameux décret de la discorde ça serait super intéressant dont quelqu'un a parlé tout à l'heure. De revenir sur un petit peu ce jour-là, parce que c'est ce qui nous intéresse vraiment. Oui, mais ce jour-là a été motivé par cette raison. Nous avons fait un courrier pour dire qu'on va recommencer nos manifestations, puisque nous avions décidé d'une trêve unilatérale, alors que la mouvance présidentielle continue ses manifestations partout, sans pour autant qu'on ne voit jamais un contre-manifestant de l'opposition dans leurs manifestations. Bon, bref, nous avons donc décidé de reprendre nos manifestations. Comme le prévoit les dispositions du code pénal, nous avons engagé une procédure administrative qui consiste à écrire 72 heures à l'avant aux autorités locales concernées pour les informer de notre désir d'effectuer la manifestation. On a déposé donc à temps les courriers au niveau de la commune de Matoto, au niveau de la commune de Matam et au niveau de la commune de Kaloum. Parce que nous avions opté pour l'itinéraire allant de Bessia prendre assez de temps. Voilà, revenons sur ce jour-là. Mais il faut justifier la manifestation. C'est bien de justifier la manifestation. On dit qu'on a forcé le cordon de sécurité. Oui. Voilà, et que c'est ce qui a été à la base. Parce qu'il y a un communiqué aussi du gouvernement qui est parti. Il faut bien l'expliquer. Bon, lorsque nous avons déposé le courrier 72 heures à l'avance, d'après les dispositions du code pénal, le pouvoir doit au plus tard 24 heures avant la manifestation nous signifier son accord ou son refus motivé. Nous avons reçu un courrier du gouverneur de la ville de Conakry dans la journée du 17. C'est-à-dire moins de 24 heures avant l'événement qui devait commencer à 8 heures du matin. Dans ce courrier, le gouverneur demandait à ce qu'on lui désigne 5 personnes qui vont être responsables de cette manifestation. Deuxièmement, il demandait de modifier l'itinéraire pour qu'on s'en tienne simplement à l'itinéraire allant du rond-point de Hamdallah au stade du 28 septembre. Nous lui avons écrit par un courrier qu'il a effectivement reçu pour lui dire que voici les noms des 5 personnes. C'était Rasselou Dalen Diallo, Sidia Touré, Lansana Kouyaté, moi-même Abakar Silla et Mouktar Diallo. Ensuite, dans la deuxième partie du courrier, nous avons dit que nous avons reçu tardivement cette injonction qui nous fait de renoncer à notre itinéraire et qu'on n'avait plus le temps d'informer toutes nos structures pour changer l'itinéraire. Nous n'avons plus reçu de réponse du gouverneur. Parce que nous avons dit que nous maintenons cet itinéraire, qui par ailleurs, comme je vous dis, était devenu une sorte de fait établi, puisque le délai de réponse des autorités était déjà dépassé. Donc, comme on dit, les autorités étaient fort closes. Voilà. Donc, nous avons maintenu, et le gouverneur ne nous a pas écrit de nous, il n'y a plus de contact. Donc, pour vous, comme il y a eu silence du côté du gouvernorat, voilà, pour ça vaut attestement. Donc, c'était pourtant, le soir, il y a eu un communiqué à la radio et à la télévision. Encore une fois, les communiqués qu'on fait à la radio n'engagent que ceux qui les écoutent. Nous ne sommes pas censés être obligés d'écouter les émissions de la radio-télévision nationale. Et c'est l'échange de courrier qui fait foi qu'effectivement une communication s'est établie entre telle ou telle partie. Donc c'est ainsi que donc le matin nous avons été faire la manifestation. Mais puisqu'on parlait de risques d'infiltration ici, le gouvernement s'en rend compte qu'il y a des risques de ce genre et demande la modification du trajet, même si c'est à 2 heures. Vous ne pensez pas que c'est possible? C'est illégal. L'interdiction de la marche était illégale. Donc vous venez jusqu'à ce point du côté de l'aéroport, hein, c'est bien cela? Ils sont venus du côté de l'aéroport. Il y avait un cordon de sécurité au niveau de l'aéroport. On nous a envoyé des grenades lacrymogènes et tout, mais finalement le cordon a été démantelé parce que des jeunes qui étaient devant nous, devant le cortège des leaders, mais ces jeunes-là ont persisté à vouloir passer. Finalement, pour certainement plus d'efficacité, les forces de sécurité ont déplacé leur cordon pour envoyer les policiers Kondobouy. Force mixte. Oui, gendarmes et policiers. Mais ceux qui nous ont interpellés, j'en viendrai tout à l'heure, ce sont des policiers de la CMIS. Donc nous avons donc quitté. On est venu jusqu'au niveau de Bessia Kondobouy. Là, on a vu un autre barrage qu'on n'a pas cherché à forcer. On a voulu remonter alors pour aller vers Abdallah sur l'itinéraire qui avait été accepté. Et c'est sur cet itinéraire-là, justement, que nous avons été attaqués. Notre véhicule a été bloqué et il y a au moins une vingtaine de policiers qui sont venus vers mon véhicule à moi, alors qu'il y avait des véhicules derrière, il y en avait devant, qui sont venus pour nous demander d'ouvrir les portières. Mon garde-corps n'a pas ouvert les portières, mais ils ont commencé à taper sur le véhicule, prendre des gros cailloux pour défoncer les vitres. Et la vitre qui était du côté du garde-corps a été défoncée par une arme, la vitre a été brisée, le garde-corps a été sorti, malmené, frappé. Ça peut paraître comme une légende ce que vous êtes en train de dire. Est-ce que vous avez des preuves de ce que vous avez dit? Absolument. Cette fois-ci, le hasard a voulu que derrière mon véhicule, il y avait une équipe de reporters d'une radio bien connue de la place qui a filmé toute la scène. On revient dans un instant. L'interpellation a été filmée. Les gendarmes prenant des cailloux et démolissant le pare-brise du véhicule, les portières, le capot, tout ceci est filmé. Et je crois que cette fois-ci, peut-être, si le gouvernement veut faire des enquêtes réelles et prendre pour une fois des sanctions contre des abus de force de l'ordre pour discipliner ce corps,
peut-être qu'il en a, c'est facile. Voilà, nous avons en direct Antoine Camara, voilà, coordinateur des unités d'intervention. Bonsoir, bonjour plutôt, monsieur Camara. Bonjour. Alors, mon colonel, mon lieutenant-colonel, qu'est-ce qui s'est réellement passé? Parce que vous avez écouté sûrement la version du président de l'UFC, Abaka Sylla, qui estime quand même qu'il y a eu une interpellation brutale et qu'ils ont été molestés. Vous, qu'est-ce qui s'est passé de votre côté? Bien, je vous remercie de m'interpeller pour intervenir sur votre émission d'aujourd'hui. Je viens d'écouter un peu M. Sylla. Oui. Ce que M. Sylla ne sait pas, et ils étaient assis dans le véhicule, il ne sait pas ce qui se passait dehors. Donc quand il parle de brutalité, moi personnellement, en tant qu'officier, je n'ai pas assisté. Moi, je suis venu au moment, pendant ces cris, quand il disait je suis le porte-parole du gouvernement, je suis venu à ce moment-là, j'ai dit aux jeunes attention, c'est une personnalité, mettez-le à ma disposition, et je l'ai embarqué dans mon véhicule. Et lui-même, quand même, malgré nous ne sommes pas appréciés, d'accord, mais ce qu'on fait du bien, qu'on nous reconnaît cela. Quand moi je l'ai embarqué, mon lieutenant, vous n'avez pas assisté à la scène d'interpellation de ces deux leaders. Et est-ce que après vous avez mené des enquêtes, vous avez cherché à comprendre qu'est-ce qui s'était réellement passé? S'il vous plaît, je voudrais d'abord, avant de venir à Béchia, vous m'avez interviewé le matin, je vous ai dit que j'étais au rond-point de l'aéroport. Effectivement. Et demandez à M. Sylla, au moment, d'abord je vous avais dit, interviewé, je vous ai dit que sur l'autoroute et au rond-point de l'aéroport, tout allait bien. Et que l'opposition, j'aurais même appris qu'ils ont pris l'autre bretelle, ils sont en train d'évoluer vers Pangalai. Subitement, on a vu leur cortège venir. On a mis un cordon de sécurité à l'aéroport à partir de l'air. Monsieur Sylla même était dans le cortège, plus tout ce qu'il a cité, vous étiez présent tout à l'heure, tout ce qui était dans le cortège. On a tenté comme on peut, avec les moyens conventionnels, pour les empêcher à descendre sur le rond-point de l'aéroport. Mais ils étaient avec des loupards qui persistaient, qui insistaient. En forçant la situation, vu le nombre de blessés et les morts que nous avons enregistrés pendant les marches parties, donc nous avons demandé à nos unités de replier, puisque nous savions déjà que sur tout le trajet de l'autoroute, Fidel Castro, on avait mis des dispositifs. Il fallait les laisser venir occuper le rond-point de l'aéroport, tenter. Donc, c'est déjà, pas de mois déjà que la zone là est interdite. Quand là, ils sont déjà en infraction. Alors, le sommet là, oui. Ce qu'on a envie de comprendre ce matin, pour vous, il n'y a pas eu de brutalité, hein, c'est ça? Du tout. M. Sylla ne peut pas parler de brutalité. Alors, monsieur Bafoué, à l'instant même, les téléspectateurs regardent, si vous voulez, les images du côté de Gangan TV. C'est assez grave. Ce nous voyons quand même un policier muni d'une pierre en train de défoncer les vitres. J'ai vu sur vos images à la télé. Vous avez vu le travail que la police a fait, comment on a été... on n'est pas là, on s'intéresse à cette interpellation, monsieur Bafoué. On le voit à l'instant à l'écran, si vous voulez, ce qui s'est réellement passé. Mais si. Qu'est-ce qui s'est passé? Oui. Comme ceci-là, ils sont arrivés, quand ils parlent que ils étaient sur l'autoroute, et son véhicule avait pris la petite déviation là, c'est sous le pont là-bas. Le véhicule qui était devant lui a été bloqué. Donc, eux, ils sont restés dans le fil. Ils ne pouvaient même pas sortir. Même ceux-là ne savaient pas ce qui se passait dehors. Les gens sont constatés. On ne savait même pas que c'est lui qui était à bord. On a demandé aux gens de sortir parce que les cailloux venaient de partout. Et ceux qui étaient à l'intérieur, puisque nous, notre mission principale, non seulement, c'est d'assurer la sécurité des citoyens qui vaguent à leurs besoins, mais eux-mêmes les marchands, y compris, déjà, ce que M. Sylla dit là. J'ai maintenant un agent qui est couché à l'hôpital, qui a sa mâchoire cassée. Bien. Fracturé. Et lui au moins, il est avec vous là, il est en train de parler, il est en train d'intervenir sur cet agent qui est un petit, un enfant de 23 ans. Maintenant, M. Sylla est en train de parler avec vous là. Cet enfant est en danger. Mais lui au moins, grâce à nous, lui, il a pu vous joindre là pour parler. Allez-y, Bantango, dernière question. Mon colonel, sur le cas d'insultes, parce qu'ils ont dit aussi qu'ils ont été insultés, nous vous avons suivi, vous avez parlé de la nature des injures qui auraient été proférées. Comment est-ce que vous avez su qu'ils ont été traités donc de faux leaders si effectivement il n'y avait pas eu d'injures?
monsieur Charles, on est tous celui qui n'est pas musulman et chrétien. Monsieur Charles Pascal, monsieur Silla, même ça, c'était sur le pont de Dabondi. Ce monsieur qui a dit vous êtes des faux leaders, il était en civil. Je ne le connais même pas. Il n'est pas de mon dispositif. Il était là. Monsieur Charles Pascal Tono a dit qu'il connaît ce monsieur. Il a dit qu'il le connaît. J'ai dit, ah, vous le connaissez? Il a dit qu'il le connaît. Je dis, ah, nous, il n'est pas de notre dispositif. Et comme par hasard, vous avez assisté à la scène, en fait. Ce monsieur a dit, vous êtes des faux leaders. Il a dit, sur le pont, mais il n'est pas de mon dispositif, c'est un civil. Allez-y. Alors, connaît ce monsieur. Mon colonel, il se trouve qu'à l'instant même où nous parlons, il y a des images qui sont diffusées sur Gangan TV et qui montrent la brutalité avec laquelle monsieur Abakar Silla et monsieur Charles Pascal Tono ont été interpellés. Est-ce qu'il pourrait y avoir des poursuites? Est-ce que vous allez mener une enquête puisque vous avez à disposition des éléments de preuve? S'il vous plaît, moi je suis un agent de maintien d'ordre. Je suis pas un enquêteur en cela. Bien. C'est pas moi aussi la justice. Ce que moi je sais, M. Silla, c'est peut-être cette image qu'il vous montre, la brutalité. Mais est-ce que la partie bonté qu'on lui a montrée, moi-même qu'il a embarqué, qu'il a protégé, arriver même, aller payer de l'eau, leur donner, leur calmer, dire aux agents, ça c'est des mais le débat n'est pas là, le débat n'est pas là, mon lieutenant. Justement, vous parlez seulement... Le débat c'est à propos des conditions dans lesquelles ils ont été arrêtés. Mais pas plutôt les efforts que vous avez fait pour... mais si, c'est important aussi. Oui, mais écoutez, le débat n'est pas sur ce point-là. S'il a acheté un sachet d'eau pour eux, je pense que c'est important qu'il le mentionne. Voilà, c'est important. Mais ce qu'on a envie de comprendre ce matin, c'est est-ce que exactement il y a brutalité? Le lieutenant-colonel dit qu'il n'y a pas de brutalité, et pourtant, les images font foi. Alors, la question que je peux poser à mon colonel, est-ce que vous avez retrouvé tous les objets qui ont été pris dans leur poche? Parce que quand même à l'image, est-ce que... S'il vous plaît, moi je crois, vous êtes des journalistes, soyez de côté des deux. Monsieur Silla est là-bas, là. Il est musulman, il est avec vous. C'est ce qu'on essaie de faire. Permettez, est-ce que dans le véhicule avec moi, il a déclaré avoir perdu même un bic? Demandez-le. Bien. Pendant qu'on était dans le véhicule, s'il me l'a dit, s'il me l'a dit, s'il me l'a dit, il est là-bas, il n'a pas dit. C'est maintenant là, j'apprends sur votre radio qu'il a perdu ceci, il a perdu cela. Pendant qu'on était sur le terrain, demandez-le s'il m'a dit qu'il a perdu même un bic. Même un bic. Pendant que de Béchia jusqu'à Cameroun, on était ensemble, on causait. Bien. Lieutenant-colonel Ansoumane Kamara, merci beaucoup en tout cas d'avoir accepté notre invitation ce matin. Merci beaucoup, je vous remercie. Au revoir. 9h-10h. 9h-10h, chaque matin sur Radio Espace. L'émission claironne sa devise. Les grandes gueules. Les grandes gueules, le show qui vous parle. Et qui parle de vous. Donnez la parole à ceux qu'on n'entend pas. C'est ça, les grandes gueules sur Radio Espace. Et sur Gangan TV tous les soirs, voilà, on va essayer de vous proposer dans quelques instants, si vous voulez, les images, voilà, de cette arrestation sur Gangan TV, mesdames et messieurs. Et derrière, on revient avec vous. On fait de la télé et de la radio ici. Merci de nous rejoindre. Si vous êtes sur Sabou FM à modulation de fréquence sur 96.6 à Kindia, Suite FM aussi qui diffuse cette émission tous les soirs à partir de 18h sur radio sur Suite. Voilà, on a écouté colonel Bafoué, monsieur Silla. Qu'est-ce que vous avez à dire parce que il nie tout en fait. Bon, disons que c'est de bonne guerre, mais moi ça m'inquiète beaucoup parce que si les supérieurs, les officiers de la police sont là pour couvrir les violences qui sont perpétrées par les policiers dont la formation peut-être n'a pas été complètement achevée et dont peut-être les conditions de recrutement n'ont pas été rigoureuses, ça c'est extrêmement grave. Ça veut dire que la réforme des forces de sécurité n'est pas prête de porter fruit. Si les officiers qui sont là, qui doivent être indignés du comportement de leurs agents, lorsque leurs agents s'écartent des règles de fonctionnement d'une police républicaine, si ceux-ci sont là plutôt pour couvrir ces agents-là, ceci est extrêmement grave parce que qu'est-ce que vous allez faire maintenant? C'est de porter plainte? Probablement, nous envisageons de porter plainte parce que nous avons été frappés, molestés, le garde-corps a été brutalisé, frappé pendant de longues minutes. Notre véhicule, lorsque vous le voyez et qu'on vous dise que ce n'est pas un véhicule qui a fait un tonneau, vous n'allez pas le croire. Alors il est défoncé de tous les côtés, sur le capot, les pare-brises sont cassés, les vitres sont éclatées, la portière est défoncée. C'est pour vous dire l'énergie et la brutalité avec laquelle on nous a extrait des choses de ce véhicule. Et lorsque vous voyez les images, je crois alors, que comme le colonel me fait les poches pendant comme oui, justement par rapport à au fait qu'on vous ait pris vos biens, est-ce que vous avez déclaré au colonel lorsque vous êtes monté dans un véhicule que
Bien sûr, le doyen Charles Pascal Torno l'a dit. On l'a dit partout, qu'on nous a tout pris. On nous a fouillé, on nous a brutalisé. Ceci dit, je n'ai pas dit que c'est l'officier en question qui nous a brutalisé. On n'a jamais dit que lui en personne, il a porté main sur nous. Mais il ne peut pas ne pas avoir témoin de la façon. Est-ce qu'il a eu une action salvatrice? Vous pensez que son action a été quand même salvatrice? Ouais, une fois qu'on vous a envoyé à... C'est le service minimum. Ouais. Une fois qu'on nous a molesté, qu'on nous a mis en état d'arrestation, on ne pouvait nous amener qu'au niveau de l'officier de service qui était là. Donc tout ce qu'il a fait, c'est de nous mettre dans son véhicule et nous déposer à la CMIS. Et une fois à la CMIS aussi, on a saisi 2 téléphones que le doyen Charles Pascal Torno avait pu se sauver parce que c'était certainement des téléphones qui ne coûtaient pas du tout cher. On lui a pris son smartphone, ils ont laissé les 2 petits téléphones. Ces téléphones aussi ont été confisqués au niveau de la CMIS. De la CMIS, on nous a pris pour nous transporter à la DPJ en ville. Et c'est là-bas finalement qu'on a récupéré les 2 téléphones de M. Charles Pascal Torno. Et c'est là qu'on a trouvé, il faut le dire, le ministre en charge des droits de l'homme et des libertés publiques, qui a tenu M. Gassama Diaby, qui a tenu un discours vraiment républicain, qui a demandé à la DPJ de ne pas oublier que nous ne sommes pas que des opposants, nous sommes d'abord avant tout des citoyens guinéens, et que si nous avons des devoirs, nous avons aussi des droits dont il faut tenir compte. Tout à fait. Alors, M. Silla, pourquoi vous n'avez pas attendu après le communiqué du gouverneur de la ville de Conakry, pourquoi vous n'avez pas respecté ce qu'il a dit, et après vous auriez pu saisir la Cour suprême, vous auriez pu déposer un recours au niveau de la Cour suprême? Écoutez, quand nous faisons des marches, vous vous rendez compte, la dernière marche qu'on a effectuée le 27 février, nous avons estimé à près d'1 million de personnes l'affluence que cette marche a connue. Donc nous mettons en branle des structures des partis politiques, des structures de mouvements de soutien, des structures d'associations qui sont favorables à nos différents partis. Donc il s'agit d'une longue opération de communication qui amène à mobiliser tout ce monde. Nous ne pouvons pas en quelques heures démobiliser tout ça, et le risque aurait été que certains viennent effectivement à Gbessia parce qu'ils n'avaient pas été informés à temps, pendant que d'autres seraient en Malais, et ce serait autrement plus grave. Voilà. Mais Chabakar, s'il a invité exceptionnel ce matin chez les GG, qu'en pense Laï Junior Condé? On le rappelle, il est du bureau politique du RPG Arc-en-Ciel. Grande gueule. Bonjour Laï. Oui, bonjour Lamine, bonjour les grandes gueules. Monsieur Condé, bienvenue dans le GG. Alors, vous avez suivi ce débat entre lieutenant-colonel Lansman et Monsieur Silla. Alors, ce qui est en cause, c'est la marche du 18 avril et ce qui est à l'origine de cette marche, c'est aussi ce décret de convocation du corps électoral par le président de la République. Est-ce que vous pensez que ce décret est venu faire monter d'un coup le mercure politique en Guinée? Merci Abdourahmane. D'abord, c'est pas que ces échanges que j'ai dû suivre, je suis un abonné de GG, donc je suis en train de vous suivre depuis 8h30 et toutes les émissions, entre autres. Déjà, j'ai un rectificatif à apporter par rapport rapidement à propos de la communauté internationale. C'est parce que la communauté internationale a été importée dans les débats ici par cette opposition et syndicats d'anciens premiers ministres et ministres, et je n'ai entendu personne à l'époque s'en empêcher. Donc moi je ne vois pas, en tout cas ça va faire tache d'huile, lorsque le professeur Alpha Condé ne se réfie pas de la communauté internationale, mais dit bien à travers l'apport de la communauté internationale, puisque les experts, même des radios que vous avez là-bas, proviennent de la communauté internationale. Nous n'avons pas fabriqué de radio. C'est dans ce sens que le professeur Alpha Condé parle de communauté internationale. Mais en attendant, la communauté internationale dans le débat guinéen, puisqu'on n'a pas confiance à nos pères et aux mollahs de Guinée, la communauté internationale est exigée encore une fois par l'opposition. Il faut rétablir les faits dans le contexte. Maintenant, en ce qui concerne la question proprement dite de la masse, de toute façon, je le dis tout de suite en tant que démocrate, moi je ne connais pas la dictature sous aucun régime. J'ai passé le clair de mon temps en France, mais il y a aussi l'autorité de l'État. Je suis profondément désolé, et je le dis très fermement, pour ce qui a subi M. Abouakar Silla, que je ne connais personnellement pas, je l'ai vu 2 ou 3 fois, mais de toute façon c'est un personnel politique et le personnel politique guinéen mérite respect. Cela dit, il n'y a pas d'autre manière pour le moment pour restaurer l'autorité de l'État face à une rébellion contre la loi. Parce que le comportement du syndicat d'anciens ministres après l'interdit du gouverneur de la ville, le bon sens aurait voulu
puisque c'est pas un convoi militaire venant de Kindia qu'on veut faire dérouler, c'est bien des citoyens qui étaient à la maison, ils auraient pu passer un communiqué dès le matin pour dire, bon les gars, on se retrouve au niveau du rond-point de Bambeto. La plupart des militants de cette opposition proviennent de ces trous-là. C'est une chasse gardée de l'opposition, là, Junior Condé? Mais Bambeto Amdal Kouza, c'est le seul bastion de l'opposition et cela ne me fait pas honneur avec tout le bruit qu'on entend. C'est ce que vous dites là, Junior Condé. On va aller droit au but avec évidemment cette question que Abakar Diallo a posée. Vous avez dit tout de suite, vous ne cautionnez pas ce qui s'est passé. Entre autres, si on se réfère un petit peu au propos du colonel Ousmane Camara qui est intervenu tout de suite et en même temps les images que nous avons, on peut se dire quoi exactement là, Junior Condé? On peut dire exactement ceci, qu'il faudra que nous sortions de ce cycle infernal qui ne fait pas honneur à notre pays. Le personnel politique guinéen est et demeure des citoyens guinéens. Arrêtons avec ces surenchères politiques, allons aux urnes pour essayer de penser les plaies de ces populations. Justement, guinéennes. vous parlez de partir aux urnes, Normalement, les listes électorales les listes des candidats doivent être déposées entre le 27 et le 1er mai. Est-ce que du côté du RPG, on est prêt? Est-ce que ça n'a pas suscité un petit peu de querelle, même si c'est la source du mouvement arc-en-ciel? Je vous le dis tout de suite, comme dans tous les partis politiques, nous sommes dans la logique d'aller aux élections. Il y a effectivement des problèmes, il y a des arbitrages à faire. Allô? Allez, on a perdu là, Junior, voilà. Bandango, allez-y. Oui, j'avais une question pour M. Condé par rapport donc à ces différents discours du chef de l'État. Bien entendu, il est de la mouvance, il est du bureau politique national, donc du RPG Arc-en-Ciel. Il doit avoir un regard, un commentaire vis-à-vis de cela. Parce que déjà, il a dit, il faudrait absolument que les uns et les autres, en tout cas tous les Guinéens, essaient de combattre ce cycle infernal de violence qui aujourd'hui gangrène le pays. Dans ce cadre-là, je voudrais savoir effectivement que pense donc la Junior de ces discours du chef de l'État. Qui surtout est sorti à Matam à l'occasion. Il est incontrôlable, professeur Alpha Condé, c'est incroyable. À chaque fois on place et derrière, voilà, c'est incroyable. Écoutez, moi, je suis croyant, je pense que Dieu est capable de faire le miracle à tout moment. Mais pour l'instant, la situation dans laquelle on se trouve, quand les uns et les autres, on voit la mouvance politique, la mouvance présidentielle qui dit quoi? Il faut que l'opposition se ressaisisse pour venir à la table de dialogue. On voit l'opposition également qui dit au pouvoir en place, il faut que le pouvoir en place, finalement on est dans un pays où les uns et les autres s'accusent mutuellement, il n'y a pas de confiance. Finalement, je me demande vers où on va. On est dans un cul-de-sac Ahmed Camara. C'est pas le même langage. On s'intéresse à notre invité évidemment. Vous avez écouté la Junior Condé? Je crois que vous êtes des grands observateurs, je dirais même de grands analystes de la vie politique guinéenne, puisque vos médias sont le recueil de tous les discours et toutes les décisions qui sont prises par ceux qui animent la vie politique de ce pays. Vous saviez très bien, comme je l'ai dit tantôt, que nous étions prêts à aller au dialogue. J'ai eu le privilège de diriger la délégation de l'opposition qui a fait en son temps toutes les concessions nécessaires pour qu'avec le Premier ministre et la délégation gouvernementale, on s'entende sur un minimum pour aller à ce dialogue. Tout était prêt, le cadre était planté, les préalables étaient levés, les thèmes à discuter étaient définis, le calendrier même était à peu près arrêté. On attendait juste l'arrivée du facilitateur international. Mais qui a perturbé tout ça? D'abord, premièrement, entre autres, parce que si on se réfère un petit peu à la date, beaucoup d'observateurs disaient que la date n'a jamais été proposée. Entre-temps, quand on fouille un petit peu dans les archives, on voit que la date de 30 juin a été proposée par la CENI. Mais nous, on n'a pas eu vent. Personne n'a été informé d'un chronogramme. Écoutez, parce que la date des élections, c'est quand même l'aboutissement d'un chronogramme. Personne n'a été informé de la diffusion d'un programme par la CENI, y compris nos commissaires, ceux que nous avons désignés, qui sont au sein de la CENI, dont 2 font partie du bureau de la CENI. Donc ils sont au niveau de alors sur la question des commissaires, vous avez demandé aux commissaires qui sont issus de vos rangs de se retirer. Et est-ce que cet appel a été entendu? Oui, comme vous l'avez dit si bien, c'est un appel que nous avons lancé dans notre déclaration. Nous n'avons pas intimé l'ordre
de quitter la CENI. Car à partir du moment où ils sont à la CENI, même s'ils sont désignés par nous, ils sont censés couper le cordon ombilical qui nous relie à eux. Alors est-ce que ça s'appelle illégal, attendez, tout en restant membre de nos partis. Il n'est écrit nulle part que lorsqu'on va à la CENI, on devient apolitique, on n'est plus membre d'un parti. Ce qui est écrit dans la loi 016, c'est que quand on va à la CENI, on ne doit pas répondre aux injonctions de son parti, on ne doit pas être un leader politique. Alors, et troisièmement, on ne doit pas participer à des activités politiques. En conséquence, on ne déchire pas sa carte de membre. On n'a jamais dit ça. Nous avons lancé un appel en tant que citoyens. Nous avons dit, compte tenu du fait que vos propres droits sont violés, les décisions se prennent au sein de la CENI à votre insu. Vous n'êtes pas associé. Et on vous fait porter un chapeau au choix duquel on ne vous a pas associé. On a dit, deuxièmement, tout ceci va contribuer à la violation de votre serment. Vous avez prêté serment devant l'État, devant la nation, que vous allez veiller à ce que la CENI reste un organe impartial, neutre et indépendant. Voilà. Allez, là, Junior Condé qui revient, Bantanko. Voilà. Monsieur Condé, je disais plutôt, le professeur Alpha Condé est sorti donc à Matam. Dans son discours, il a tenu un propos, je le paraphrase, il a dit: quand ces routes seront finies, on ne parlera pas d'une ethnie et même les chiens vont marcher sur ces routes. Alors, à votre avis, quel regard, quel commentaire faites-vous sur ces propos du chef de l'État? Voilà, on sait que vous êtes un grand communicateur là. C'est le seul pratiquement qui se met au four pour aller sauver le professeur. Surtout pas de politique là. Comment analysez-vous cela? J'analyse cela de la même manière que monsieur grand frère Abouakar Silla. Peut-être que le professeur a la nostalgie de son Labrador qu'il a laissé à Paris là-bas. Parce que ce n'est que cela et ça s'arrête là, mais ça n'a pas autre chose, autre signification. Et même l'autre mot chien de la dernière fois, c'est un problème de codage d'langage. Le président voulait dire les chiens à boire, la caravane passe, mais bon, la traduction n'est pas maîtrisée, ça a été mal interprété. Mais peut-être que nous sommes comme le professeur Alpha Condé, qu'on est victime de nous-mêmes, parce que sous le temps, au CNC, on nous tape sur les doigts à dire ces mots-là, il ne faut pas le dire ici. Peut-être c'est cela? Oui, on doit vous taper. Alpha Condé est le président de la République, il faut lui reconnaître tous les droits. Bien. Les droits suprêmes. Ça, c'est une boutade, j'aime pas trop m'attarder. D'accord. Par contre, ce que je voulais dire par rapport à Matam, ne prenez pas une seule chose dans son contexte. Le président, nous n'avons pas ma chère dans nos partis. Le RPG Arc-en-Ciel et la mouvance présidentielle se contentent de faire des meetings. Mais lorsqu'il arrive au président de la République de faire une promenade de santé, il draine de fou, mais lui il ne marche pas dans les 4x4. C'est un détail aussi à soulever. Très bien, il peut faire le footing le soir, hein. Ahmed, oui, il n'a pas besoin de faire une promenade de voilà. Peut-être c'est pour mesurer sa cote de popularité. J'ai dit, si c'est pour la santé, il peut faire des footings le soir. Mais il a le droit de s'offrir des bains de foule. Hein. Allez-y. Alors, l'ingénieur Condé, je le disais tout de suite, vous êtes pratiquement le seul à vous mettre au four pour aller sauver professeur Alpha Condé. Mais le décret qui est là, en tout cas de l'œil d'un jeune comme vous savez, nous savons que vous menez des combats même à l'interne de votre propre famille politique, mais de l'œil de ce jeune-là qui a des analyses, dites-nous, est-ce que ce n'est pas véritablement un décret de la discorde au regard de tout ce qu'on a connu lors de la dernière marche et des marches qui y sont déjà programmées? Moussa Moïse, vérité pour vérité, et c'est vrai, c'est l'une des fois où je suis 100% d'accord avec le président de la République. Le décret est un verrouillage. C'est venu pour un verrouillage, c'est une pression à mettre sur les acteurs politiques, parce que lui, il a un compte à rendre. Vous n'allez pas parler de cherté de vie. J'ai entendu mon grand frère Abouakar Silla a parlé tout à l'heure de macroéconomie, mais je pense qu'en 2015, les comptes, c'est bien pour Professeur Alpha Condé qu'on va devoir demander des comptes. Voilà. Donc ce décret est venu comme pour verrouiller, et je pense que dans la fourchette des 70 jours, s'il y a la bonne foi, nos grands frères et nous, on peut se mettre d'accord avec l'assurance des uns et des autres. Aujourd'hui, j'ai vu que le processus électoral guinéen, ça n'engage que moi, est aujourd'hui pris en otage par la communauté internationale. C'est-à-dire que ce qui se passe avec le système monitoring, ça a été fait, le président de la République, le favoritisme n'est pas son fort, il a attendu tout cela, il a dépouillé pratiquement la CENI de certaines prérogatives pour mettre un peu les techniciens de la communauté internationale, tout cela pour envoyer des signaux très forts
savez, le problème est sa classe politique, il y a un problème de communication. Donc on parle de confiance, mais il y a un problème de communication. Lui, il pose des actes avec sa mentalité occidentale, croyant, mais vous savez que l'Africain aime beaucoup le détail et le dans le détail. C'est le problème de la Guinée. Là, Junior Condé. Des signaux pour qu'ils viennent à la table. Voilà, là, en tout cas, grand merci d'avoir accepté notre invitation ce matin. Malheureusement, nous sommes pris par le temps. Merci beaucoup, là, Junior Condé. Voilà. Merci à vous. Merci beaucoup, au revoir. On va essayer de marquer une petite pause du côté de la réclame et derrière revenir avec notre invité exceptionnel ce matin, monsieur Aboubacar Sylla, président de l'UFC, mais aussi d'autres questions. On s'intéresse là-dessus. On va aussi appeler monsieur Yero Condé, directeur communication CENI en ce qui concerne cette actualité. On revient dans un instant sur Sabou FM. Les grandes gueules. Tout sur les dessous de l'actu. Ahmed Kamara, Ibrahima Bantakoba, Abdourahmane Diallo, Moussa Moïse Sylla, Aboubacar Diallo, Lamine Guirassi forment les grandes gueules. Ici, l'actu rime avec liberté de ton sur Radio Espace. Merci de nous rejoindre dans la deuxième partie de cette émission sur Sabou FM. Vous nous écoutez à Kindia sur 96.6. En temps réel aussi, vous pouvez écouter cette émission sur newsinfoafrique.com. Et oui, l'intégralité. Donc juste après l'émission, connectez-vous sur newsinfoafrique.com. Et comme ça, vous avez à écouter l'émission sans tarder, à écouter l'émission sur Suite FM sous les coups de 18h. L'émission diffusée aussi à 13h si vous êtes du côté des États-Unis, rediffusée à 19h sur Radio Indiana. La Haute-Guinée aussi nous écoute à travers Milo FM sur 99.5 à Kankan, Sigiri, Mandiana, Morodou et évidemment cette chaîne de télévision que vous regardez à l'instant. Merci de rejoindre cette équipe. On part dans un instant avec Alpha Yero Condé, directeur de communication du côté de la CENI. Ceci par rapport à cette actualité, la CENI appelle les partis politiques en lice pour les législatives à déposer la liste de leurs représentants à la commission finances. Celle-ci doit se réunir demain mardi. Les formalités politiques n'ont donc que jusqu'à ce soir pour le dépôt. Les formations politiques, c'est bien cela. À quoi cette commission servira-t-elle? C'est la question que nous nous posons ce matin sur les GG. Alpha Yero Condé dans un instant sur notre antenne. Ahmed Kamara, on continue avec notre invité, monsieur Aboubacar Sylla, président de l'UFC. Aboubacar Sylla qui veut donc réagir par rapport aux propos de la Junior Condé tout de suite, qui parlait un peu de l'idée occidentale du chef de l'État. Mais j'aimerais tout simplement signaler que, comme on le dit, quand tu viens dans un village et que tout le monde danse sur la tête, il faut également danser sur la tête. Donc je pense que si le chef de l'État a ses idées... Ce n'est pas une émission de problème. Non, je vais vous dire que s'il a ses idées occidentales, ben là on est en Afrique, on est obligé de se conformer à la situation. Qu'en pensez-vous de cela, monsieur Aboubacar Sylla? Bon, vous savez, je n'excelle pas beaucoup dans ces débats personnels. Moi, je voudrais dire par rapport à ce que M. Condé a dit tout à l'heure, à savoir que le président de la République a pris un décret un peu pour verrouiller le système. Mais notre problème, ce n'est pas la date du 30 juin. Notre problème, c'est le fait que cette date du 30 juin est basée sur un chronogramme de la CENI qui ignore superbement nos deux revendications. Pour tenir les élections le 30 juin, il faut qu'on maintienne le site du couple Wemar Sabari, il faut que les Guinéens de l'étranger ne votent pas. Et c'est là qu'il y a le problème. Est-ce que vous avez vu cette date venir? Nous avons écouté comme tout le monde des rumeurs comme quoi le président allait faire un passage en force, que le gouvernement allait ignorer ce dialogue qui était devenu finalement un piège pour lui, parce qu'il s'est rendu compte que le dialogue était en train de s'organiser de façon structurée, avec le témoignage de la communauté internationale, parce que M. Said Guinit allait être non seulement un facilitateur international qui allait participer à ce dialogue, mais il serait assisté d'une équipe d'experts des Nations Unies qui allait donc l'accompagner et participer à ce dialogue, et mieux, les Nations Unies allaient davantage s'impliquer dans le suivi de l'application des résolutions, des décisions issues de ce dialogue, et finalement, dans le déroulement même de cette élection. Donc, ils ont voulu saboter en quelque sorte ce dialogue, et donc le président a sorti ce décret pour dire l'affaire Wemar Sabari c'est terminé, c'est un postulat dont on ne démord pas, le vote des Guinéens de l'étranger il n'en est plus caution, donc le dialogue est devenu sans objet. Nous avons donc décidé de recommencer nos manifestations, et malgré ce qui s'est passé le 18 avril dernier, malgré cette répression dont nous avons été victimes, nous les leaders ainsi que nos militants, nos sympathisants et tous les manifestants, nous allons recommencer encore cette semaine notre programme de manifestation, parce qu'il n'est pas question pour nous de nous laisser intimider, de nous laisser influencer et de trahir nos idéaux, nos convictions politiques et surtout la mémoire des 23 Guinéens qui sont morts
depuis l'avènement du professeur Alpha Condé au pouvoir, lors des manifestations que nous avons appelées, auxquelles nous les avons appelés, et nous ne taillerons pas de la mémoire de ces gens, ils ne seront pas morts pour rien, nous ferons en sorte que notre pays devienne enfin un pays démocratique. C'est cette voie qui n'emprunte pas avec les élections législatives telles qu'elles sont prévues dans notre pays. Nous allons partir du côté de la CENI, M. Alpha Condé en direct, Bantanko. Les grandes gueules. Monsieur Condé, bonjour. Bonjour. Voilà, bienvenue dans les GG. Nous avons appris que les partis politiques avaient jusqu'à ce soir pour déposer donc leurs représentants sur cette commission finance. Alors, dites-nous, cette commission finance servira à quoi effectivement? Est-ce que déjà les partis politiques, certains se sont déjà manifestés? Écoutez, d'abord, il faut que je vous rappelle que dans ma position de commissaire de la CENI, je n'ai pas à débattre avec un leader de parti politique. Vous ne débattez pas avec un leader? Monsieur Condé. Monsieur Condé. Mais non, mais vous laissez continuer. Ne m'interrompez pas, vous m'avez posé une question. Alors, donnez-moi au moins l'occasion de m'exprimer. Eh ben, on vous rectifie aussi que c'est pas un débat avec un leader politique, Monsieur Condé. Vous défendez votre point de vue concernant cet appel que vous avez lancé. C'est tout. Bien, alors donc la commission financière c'est pour fixer le cautionnement des candidatures pour les élections législatives. C'est une activité normale prévue à l'article 192 du Code électoral. Allô? Oui, vous êtes à l'antenne. Oui, ben c'est ça. Je voulais dire encore, est-ce que déjà dans cet appel des partis politiques se sont manifestés? Écoutez, je n'assure pas le secrétaire général de la CENI. Hein. D'accord. Donc je ne sais pas si les partis ont répondu ou pas à leurs représentants. Voilà, allez-y. Nous allons aux élections le 30 juin, M. Condé. Est-ce que d'ici là, vous êtes rassuré que les listes électorales seront prêtes? Parce qu'apparemment, le recensement prend un petit peu de retard. La révision, prend un petit peu de retard. La révision prend du retard, mais cette révision concerne une proportion assez faible de la population. C'est simplement ceux qui ont 18 ans à l'âge de la convocation du corps électoral, premièrement. Deuxièmement, ceux qui sont porteurs de cartes numériques, ils sont 460 000. Et troisièmement, ceux qui n'ont pas été couverts par le recensement de 2010, en y ajoutant simplement ceux qui, entre-temps, ont changé d'adresse. Donc, c'est pas une masse. Non mais mes questions, allez-y mon cher Moïse. Non mais quand à y regarder de plus près, vous avez dit que vous transformez des citoyens en électeurs, mais cette fois-ci vous reconnaîtrez quand même qu'il n'y a pas du tout d'engouement. Les citoyens n'accordent pas grande importance à cette opération. Non mais c'est vrai. Mais que ce soit à l'intérieur du pays, à Conakry, il faut être aveugle pour ne pas le voir quand même. Bon, écoutez, M. Bantanko, vous êtes responsable de vos déclarations, c'est votre constat. Quant à nous, les remontées des informations que nous avons des CEPI et des CESPI, les gens se manifestent, c'est en fonction de leur statut. Les anciens enrôlés n'ont pas besoin de venir. Alors, si vous dites qu'il n'y a pas d'engouement, c'est pas un recensement. Allez-y, alors, une polémique dans le landerneau politique, c'est à propos de cette date du 30 juin. Est-ce qu'elle émane de la CENI, M. Condé? Obligatoirement, parce que nous avions un chronogramme sur le 12 mai, et ce chronogramme a accusé un retard dû aux interruptions successives de la révision. Donc, nous avions perdu 3 semaines sur le chronogramme du 12 mai, et nous avons déroulé 3 autres semaines à partir du 12 mai, et pour nous donner beaucoup plus de temps, on y a ajouté 3 semaines, donc ça fait 6 semaines, c'est ce qui nous amène au 30 juin. Voilà. Oui, monsieur... C'est technique, ça. Oui, mais la date du 30 juin, est-ce que vous l'avez proposé réellement? Parce que, en fait, ce qui pose problème, c'est qu'elle ne figure pas. On a 3 semaines de retard sur le 12 mai. Oui, mais elle ne figure pas dans ce chronogramme, M. Condé. Allez-y, M. Condé, on vous a pas entendu. Non, mais j'ai fini, je vous ai expliqué comment on a déroulé ce chronogramme. C'est un chronogramme de travail. Bien. Oui, M. Condé, nous vous avons entendu sur la date du 12 mai. Vous avez fait une annonce officielle, c'est-à-dire vous avez rendu le chronogramme officiel. Pourquoi pour la date du 30 juin, il n'y a pas eu un chronogramme qui a été rendu officiel? Non. Notre chronogramme est disponible sur le site de la CENI et il est à la disposition de tous ceux qui veulent s'informer. Le chronogramme
30 juin. Il est disponible sur le site de la CENI. Et je ne pense pas que cela nécessitait encore une annonce officielle. Bien. Alors, mais vous avez du mal, que se passe-t-il au sein de la CENI? Vous avez du mal à vous démarquer de la défunte Commission électorale nationale indépendante version Luceni Camara. Les réunions se tiendraient à huis clos. Vous n'accorderez aucune importance à la plénière. Les décisions se prendraient de façon unilatérale. Vous, en tant que chargé de com, vous n'allez pas nous dire que tout est rose au sein de cette commission. Alors, attendez-vous qu'ils vous disent que c'est pas rose. Je n'ai jamais dit que tout est rose au sein de la commission électorale. C'est des hommes et des femmes qui vivent ensemble, qui ont leurs humeurs. Mais ce que je vous dis simplement, c'est que les plénières sont accompagnées de fiches de présence signées par tous ceux qui sont présents dans ces plénières-là. Et à date et à chaque date, nous disposons des fiches de présence signées des commissaires qui étaient présents. Voilà. Vous vous dites qu'on fait des commissions pour valider certaines décisions. Écoutez, c'est votre constat et je prends acte de ce Non, mais monsieur Condé, il ne s'agit pas de dire c'est votre constat. Vous êtes chargé de communication quand même, bon sang, à la CENI. C'est cela ou pas? Voilà, est-ce que c'est cela ou pas? En tant que chargé de la communication, est-ce que vous pensez que je suis chargé de la police des plénières? Voilà. Non, mais plutôt, vous êtes chargé de la communication. Vous y assistez tout de même, hein. Et vous êtes censé nous rapporter les conclusions de ces réunions. Ça, c'est le rôle du rapporteur. Les conclusions des réunions de la plénière sont rapportées par le rapporteur, dont c'est le titre et la mission. Voilà. Monsieur Alpha Je crois qu'il ne faut pas faire un mélange du genre. Bien, on a compris, monsieur Condé. Merci beaucoup, en tout cas, d'avoir accepté notre invitation ce matin. Mais je suis toujours disponible pour espace et pour les grandes gueules. Merci beaucoup, monsieur Condé. Oui, allez, au revoir. Au revoir. Les grandes gueules sur Radio Espace. Chez moi, on a l'habitude de le dire, quand on le remue, ça pue. Les grandes gueules sont authentiques. Ils sont libres de dire ce qu'ils veulent. Ici, pas de politiquement correct. Monsieur Cessé, merci beaucoup. Je dis ici publiquement aux yeux du peuple de l'Abbé que s'il y a un risque, qu'il me pende publiquement. S'il y a un risque, on va le pendre. Retrouvez tous les jours les grandes gueules sur Radio Espace de 9h à 10h et sur Sweet FM tous les soirs à 18h. Les grandes gueules sur Adafo Média ou la voix de la Guinée d'en bas. Bah parce que la liberté de parole, les habitués y tiennent. Elle est rare à la radio. Très rare à la radio. Merci de nous rejoindre sur Sabou FM 96.6. On va s'intéresser évidemment à notre invité. On a écouté monsieur Condé, à les réactions directes. Je voulais juste lui demander rapidement, est-ce que l'opposition, dans cette allure, est-ce qu'elle va prendre part à cette commission finance? Bon, pour réagir d'abord par rapport aux propos de monsieur Condé tout à l'heure, vous avez posé les bonnes questions. Il n'y a pas eu une plénière qui a adopté ce chronogramme. Ce chronogramme n'a pas été proposé par la CENI, discuté en plénière, adopté et considéré comme chronogramme officiel de la CENI et communiqué au chef de l'État pour qu'il apprécie la pertinence de prendre un décret convoquant le corps électoral ou non. Il a bien fait de dire que c'est le rapporteur de la CENI, en fait, qui a, si vous voulez, qui est le dépositaire de la mémoire de l'Assemblée plénière. Mais le rapporteur de la CENI, c'est un commissaire désigné par l'opposition, et tous ceux-ci sont parfaitement au courant, et ils le disent, et ils vont le dire encore de façon plus éloquente dans les jours à venir. Il n'y a pas eu de plénière pour adopter le chronogramme qui prévoit des élections pour le 30 juin. Mais quand il dit que la date de 30 a été déjà proposée, monsieur Condé, il l'a dit. Non, il a dit que c'est la date du 12 mai, on a ajouté 3 semaines. Une rallonge de 6 semaines. Franchement, c'est extrêmement grave qu'on définisse de cette façon, à peu près, la date d'élection législative dans un pays. C'est extrêmement grave. En clair, vous avez dit tout à l'heure que vous n'avez rien contre la date du 30 juin. On n'a rien contre la date du 30 juin parce que si la date du 30 juin incluait, ce qui est matériellement impossible au jour d'aujourd'hui, incluait la prise en compte de nos revendications, on n'aurait pas eu de problème. Nous cherchons à ce que ces élections se déroulent le plus rapidement possible. Alors on le sait, il y a la question WEMAC, il y a le vote des Guinéens de l'étranger, mais on a le porte-parole du gouvernement qui a dit qu'il défie quiconque qui pourrait le prouver à démontrer que le matériel de WEMAC est là pour favoriser quelqu'un d'autre alors qu'ils ont installé un système de monitoring. Quelles sont les preuves que vous avez? Est-ce qu'on peut pas dire que ce sont des allégations? Écoutez, déjà, ça fait plus de 14 mois que nous sommes en train de vérifier, revérifier, contrôler, auditer le système WEMAC. Ça fait au moins 14 mois qu'on est en train de le faire. Parce que la première mission d'audit de PNUD qui est venue intervenir sur ce système date du mois de mars 2012. Nous sommes maintenant au mois d'avril 2013. Donc,
Pourquoi ne pas envisager le changement d'opérateur depuis lors? On serait sorti de ces élections depuis très longtemps. Mais le simple fait que le gouvernement s'accroche mordicus à un couple Wemar-Sabari doit mettre la... Si on mais ce n'est pas ça l'argument que nous avons utilisé. Le facilitateur est là avec des experts. Notre argument, le premier argument, c'est le mode de choix. Je vais vous décliner encore nos arguments, parce que c'est pédagogique, nous l'avons toujours dit. Premièrement, le mode de choix. C'est un marché de gré à gré, c'est un choix discrétionnaire du président de la République et du gouvernement. Deuxièmement, c'est les missions d'audit du PNUD et de l'OIF qui ont mis en évidence des dysfonctionnements graves. Troisième, c'est la troisième qui ont été corrigés. Troisième raison. Dit-on. Mais corrigés par qui? Parce que l'OIF qui a mis en évidence une vingtaine de dysfonctionnements, de lacunes, d'insuffisance du système et des procédés Wemark, a fait un rapport pour attester ou non de la prise en compte de ces revendications et de la correction de ces recommandations et la correction des anomalies. Mais ce rapport a été dissimulé ici pendant 3 mois. Bien. Simplement parce que l'OIF était arrivé à la conclusion que le système n'était pas encore prêt à faire une mise à jour du fichier selon les normes internationales. Et puis, on doit chercher un expert indépendant. On le fait financer par l'Union européenne et c'est lui qui est venu maintenant certifier que le système est effectivement opérationnel et qu'il est fiable pour aller à une révision correcte du fichier électoral. Alors, nous avons de bonnes raisons d'en douter. On va revenir un petit peu sur le vote des Guinéens de l'étranger. Beaucoup de débats là-dessus. En aucun cas, en tout cas en ce qui concerne les élections législatives en Guinée, les Guinéens de l'étranger ont voté. Mais pourquoi vous persistez dessus, l'opposition? Écoutez, c'est une disposition légale. Ouais. Qu'on nous demande que la loi ne dispose pas que les Guinéens de l'étranger ont le droit de vote. Mais ça, c'est jamais fait. Pour nous, si ils ont voté à l'élection présidentielle. Mais oui, l'élection présidentielle est différente de l'élection législative, monsieur. C'est le code électoral qui dispose. Bien. Je crois que la référence, c'est nos lois. Si nos lois prévoient que pour le scrutin de liste nationale, aux élections législatives, les Guinéens de l'étranger votent, mais ils doivent voter. Mais le gouvernement ils l'ont jamais fait auparavant parce que la loi ne le prévoyait pas. Il a fallu 2010 pour que le code électoral soit revisité et qu'on introduise le vote des Guinéens de l'étranger. C'est très simple. Puisque maintenant la loi le prévoit, il faut prendre les mesures pour que la loi soit appliquée. Voilà. Maintenant, il y a d'autres raisons financières, M. Avocat. La mouvance maintenant présente des arguments qui ne sont pas défendables. On dit par exemple que à partir du moment où on ne peut faire voter les Guinéens que dans 17 pays, puisqu'ils ont été essentiellement recensés dans ces 17 pays, puisqu'on ne pouvait pas recenser tous les Guinéens à travers le monde, qu'à partir du moment où il n'y a que ces Guinéens-là qui peuvent voter, ça devient discriminatoire de les faire voter, alors que les Guinéens qui sont dans d'autres pays, différents de ces 17 pays-là, ne pourraient pas voter. J'ai dit, mais c'est une aberration. C'est comme exactement si on disait que puisqu'on ne peut pas sécuriser toutes les villes de l'intérieur, il faut démanteler toutes les forces de sécurité existantes à Conakry. Ou comme on ne peut pas mettre une école dans chaque village de la Guinée, il faut fermer toutes les écoles guinéennes pour qu'il n'y ait pas de discrimination et que tous les citoyens soient traités de la même façon. Mais non! On a identifié les pays dans lesquels il y a une forte communauté guinéenne. On essaie de les faire voter. Et peut-être aux élections prochaines, au lieu de 17 pays, peut-être qu'il y en aura 20, peut-être qu'il y en aura 30. Petit à petit, les Guinéens vont pouvoir jouir, où qu'ils se trouvent, de leur droit de choisir librement les représentants au Parlement. Alors, voilà. Vous prévoyez la prochaine marche également sur l'autoroute. Et est-ce que si le gouverneur venait à invoquer les mêmes raisons pour vous demander à orienter votre marche sur un autre axe, est-ce que vous allez accepter? Écoutez, nous avons une réunion tout à l'heure à 11h. Nous avons une plénière tout à l'heure de l'ADP, du collectif, du CDR et du FDP. Et nous allons d'abord tirer les leçons de la marche réprimée du 18 avril dernier, et puis nous allons nous projeter pour la semaine à venir. Nous allons voir quel type de manifestation nous allons organiser et sous quelle forme, donc si c'est une marche, sur quel itinéraire, et je pourrais vous répondre à cette question dans cet après-midi, parce que nous aurons pris une décision collégiale sur cette question. Matoto Kaloum, c'est vraiment un long trajet. Est-ce que vous ne pensez pas que les risques sont élevés quand le trajet est aussi long et Kaloum, au centre-ville, mercredi? Écoutez, tenez les statistiques. Chaque fois que nous avons marché sur l'autoroute, il n'y a pas eu de victimes. Chaque fois que nous avons marché sur le Prince, il y a eu des morts. Donc, pour quelle raison on refuse que nous marchions sur l'autoroute? Voilà. Il n'y a jamais eu de mort pendant nos marches sur l'autoroute. Voilà, il y a la CENI qui demande à vos représentants pour la commission financière, est-ce que vous allez vous manifester? Tout ceci encore, ça procède de la fuite en avant, du refus du dialogue, du passage en force qui est envisagé par les autorités, avec les risques qui sont inhérents à cette démarche-là. Cela veut dire que la CENI continue à dérouler tranquillement son programme en ignorant superbement nos revendications, en ignorant qu'une frange importante de la classe politique qui représente une autre frange importante de la population guinéenne
est en désaccord avec la façon dont le processus électoral est géré. Et ça, c'est extrêmement grave. On refuse le dialogue parce qu'aussitôt que le décret a été signé, la CENI a repris ses activités. Donc les autorités et la CENI ont entériné en quelque sorte le fait que le dialogue ne sert plus à rien et qu'il faut aller coûte que coûte, sous quelque forme que ce soit, aux élections le 30 juin prochain. Et ça, c'est extrêmement grave. Il n'est pas question pour nous d'envoyer des représentants à cette réunion qui va se tenir demain, tout simplement parce que nous ne sommes pas d'accord sur le chronogramme, nous ne sommes pas d'accord sur le processus électoral tel qu'il est géré maintenant, et nous ne voulons pas des élections bâclées, parce que l'économie de violence qu'on va faire maintenant, ben, on va la perdre après les élections, parce qu'il y aura des conflits post-électoraux de façon inévitable si les élections ne sont pas transparentes, parce qu'il y aura des contentieux électoraux qui seront difficiles à gérer. Voilà, M. Abakar Sylla, dans cette émission invité exceptionnelle, on passe à cette petite rubrique. Les grandes gueules, la minute, oui ou non. Un feu roulant de questions, avec une seule réponse possible, oui ou non. Langue de bois, s'abstenir. Ça ne le ressemble pas du tout ce soir sur Gangan TV. Monsieur Abakar Sylla, on apprend cette information sur un site partenaire à la radio Espace et surtout à cette émission guineatime.com qui dit Abakar Sylla, député, des affiches électorales de l'UFC vues pendant la marche. C'était la semaine dernière. Comment est-ce qu'expliquez-vous ça? Plus c'est là. C'est-à-dire, je comprends pas, c'est normal qu'il y ait des affiches électorales, parce que nous acheminons vers des élections. Mais non, Abakar Sylla, député, pourquoi cette marche d'abord? C'était pourquoi vous avez marché? C'est pour contester en ce qui concerne le décret. Absolument, voilà. C'est pour contester la non prise en compte de nos revendications pour adhérer à des élections transparentes. C'est ça l'objet de la marche. Mais est-ce que pendant la marche, au même moment, vous n'affûtez pas vos armes? Oui, mais comme vous le savez. Dans le cas du RFC. Laissez-le convaincre. Oui, mais comme vous le savez, comme vous le voyez tous les jours, lors des manifestations, nous avons des structures à la base qui saisissent cette occasion pour faire connaître, pour s'identifier comme étant des structures de tel ou tel parti politique et qui parfois brandissent des pancartes ou des affiches. Abakar Sylla, député, tout est paramétré. Voilà. Oui, mais c'est parfait, nous nous battons. C'est un combat dans un combat. Voilà, c'est ce que je comprends là. Il n'y a pas de souci. Allez, oui ou non? Oui ou non, faut-il envisager transformer toute cette opposition plurielle républicaine en alliance électorale pour finalement aller à ces élections? Il y aura certainement des alliances électorales qui vont se tisser à l'intérieur. Parce que ce qui nous unit en fait, c'est le souci pour nous d'aller à des élections transparentes. Donc c'est tout, c'est ce que nous avons comme dénominateur commun, et l'opposition républicaine s'est constituée autour de cet objectif. Mais ce n'est pas une alliance électorale. La preuve, c'est qu'à l'intérieur déjà de l'opposition, il y a le RFC. C'est une alliance électorale. Il sera très difficile pour toute l'opposition guinéenne, compte tenu de la spécificité des partis politiques, de leur implantation, des rivalités inévitables qui vont se révéler au fil du temps. Il sera difficile pour toute l'opposition composée d'une quarantaine de partis politiques. Vous aurez le temps dans un instant pour convaincre ces millions de téléspectateurs et d'auditeurs. Allez, Abdou Mandalo. Alors, monsieur Sylla, oui ou non, il y a un boycott des élections s'ils sont organisés le 30 juin qui est envisagé? Oui ou non? Non. Voilà. Allez, vous irez aux urnes pour faire des bulletins blancs ou pas du tout? Nous ferons en sorte qu'il n'y ait pas d'élection si elle ne peut pas être transparente. Si vous n'arrivez pas à faire en sorte qu'il n'y ait pas d'élection et que les élections se tiennent, il y aura un boycott, oui ou non? Oui ou non? Nous n'irons pas à des élections non transparentes, c'est ce que je peux vous dire. Nous espérons que d'ici le 30 juin, le gouvernement reviendra à la raison. Parce que l'objectif de nos manifestations... Mais non, monsieur Sylla, oui ou non, on a dit. C'est aussi simple que ça. On a dit non, nous n'irons pas à ces élections si elles ne sont pas transparentes. Allez-y, Moussa. Je ne sais pas si c'est oui ou non, mais comment est-ce qu'un ancien ministre, vous n'êtes plus aux affaires, nous ne savons pas, peut-être qu'il y a une petite entreprise sur place, mais comment est-ce que vous gagnez votre vie honnêtement? Il y a des véhicules qui sont caillassés, il y a des biens qui sont pris. On se demande un peu, qu'est-ce qui se passe économiquement, comment est-ce qu'on s'en sort? Moussa. Bon, je crois que j'ai une vie très transparente parce que j'ai l'avantage d'avoir évolué dans notre pays, de n'avoir jamais vécu à l'étranger. Donc je crois que tous les Guinéens qui me connaissent un temps soit peu savent que j'ai des activités économiques que j'ai initiées depuis 20 ans à travers l'indépendant que j'ai lancé en 1992, donc qui est aujourd'hui à sa 21e même année, et j'ai un groupe de presse, j'ai des établissements scolaires, le groupe scolaire Sylla Lamine, qui compte plus de 2000 élèves, j'ai aussi des petites activités privées qui me permettent de faire face non seulement à mes besoins familiaux, mais aussi aux besoins de financement de mon parti politique. C'est important, parce que si dans ce pays on veut instaurer la démocratie, il faudrait éviter le scénario Jérôme Kaouizak, ça commence maintenant. Voilà, ne vous inquiétez pas de ce côté, M. Abakar Sylla. On rêverait de vous revoir comme ministre de communication, ministère de l'information à l'époque, M. Abakar Sylla, parce que vous avez apporté du nouveau dans ce sens-là. À cet instant T, on vous proposerait, oui ou non, vous allez accepter le poste? Non.
Monsieur Bakassi. Au nom de la République. Je le dis d'autant plus solennellement que le poste m'a été proposé. Ah ben voilà. Par le professeur Alpha Condé avant son élection. Justement, parce qu'on en parle. Le poste m'a été proposé. J'ai des grandes oreilles, Monsieur Bakassi. M'a dit, je ne te lâche pas. Tu vas rester dans mon gouvernement après mon élection. Mais je vous fais rire. J'ai reçu exactement les mêmes propositions de la part du groupe de la cellule d'Alain aussi. C'est moi qui ai dit que je ne veux plus être ministre parce que je veux me lancer en politique et il est difficile d'être membre d'un gouvernement et en même temps de faire efficacement de la politique. Le temps qui nous est imparti normalement c'est terminé. Abakar Sylla, président de la République de Guinée. Eh oui, il faut pas rêver. Ça peut se faire parce qu'il a les arguments, parce que il a du tonus. Bien. Vous allez vous adresser aux téléspectateurs de Gangan TV, au peuple de Guinée qui vous écoute, à l'Abbé, à Boké, mais aussi à l'étranger, Kindia aussi qui nous écoute sur 96.6, M. Abakar Sylla. La Guinée est en crise. Le discours d'un président de la République. Si moi je suis président de la République, ce que je souhaite fort, c'est pour ça que j'ai créé un parti politique avec des amis. Premièrement, j'aurai un discours de réconciliation, de rassemblement. Parce qu'aujourd'hui, le tissu social guinéen ne fait que se déchirer. Au contraire, que depuis l'avènement du professeur Alpha Condé, les Guinéens ne se rassemblent et ne partagent la même vision, le même avenir pour ce pays, c'est exactement l'inverse qui se passe. Aujourd'hui, ils sont plus divisés que jamais. Et ce qui est plus grave, c'est que ce sentiment de division anime aujourd'hui même les jeunes, même la jeune génération. Donc ce qui augure des perspectives sombres pour notre pays si cet état de fait ne devait pas changer. La deuxième chose sur laquelle je me serais battu, c'est faire en sorte qu'il n'y ait plus de justice dans ce pays. Notre justice aujourd'hui pêche par son manque d'indépendance vis-à-vis de l'exécutif, il pêche par son manque d'indépendance vis-à-vis du pouvoir économique, et je crois que les Guinéens et les étrangers ont besoin de vivre dans un pays où la justice est appliquée de façon équitable à tout le monde. Troisièmement, le secteur économique, j'en aurais fait aussi une autre priorité. Aujourd'hui, notre pays végète dans une situation de détresse dans laquelle je crois que dans laquelle il n'a jamais vécu dans le passé. Les Guinéens aujourd'hui, ils tirent le diable par la queue pour prendre les expressions que vous utilisez souvent ici, mais aujourd'hui jamais la situation de misère généralisée ne s'est amplifiée, n'a atteint les sommets qu'elle connaît aujourd'hui dans notre pays. Le pouvoir d'achat s'est effondré, il n'y a pas d'emploi, il n'y a pas de création d'entreprises, malgré ce qu'on veut nous faire croire. Au contraire, les quelques entreprises qui existaient et qui ont toujours existé en Guinée continuent à fermer. Le cas de l'usine Frigia est révélateur, le cas de la Sorterie est révélateur. Il ne sert absolument à rien d'abreuver la population de discours si dans la pratique la vie ne fait que devenir de plus en plus difficile. Donc j'aurais mis l'accent sur ces questions si moi j'étais président de la République pour sortir notre pays de la situation dans laquelle il est, parce que encore une fois c'est possible. Moi j'en ai fait personnellement l'expérience et j'ai fait 6 mois en 2006 au ministère de la Communication. J'ai vu que notre pays a un problème de leadership et un problème simplement de ressources humaines. En 2006, au ministère de l'Information, en 6 mois, on a ouvert la RTG Coloma, qui était fermée depuis 3 ans, sans demander un franc au budget de l'État. En 2006, en moins de 6 mois, on a relancé le journal Auréa, qui est devenu un quotidien qui ne faisait plus d'un vendu. Vous pouvez le vérifier, ce qui est très différent de ce qui se passe aujourd'hui. En 6 mois, nous avons réussi à libéraliser les ondes. Nous avons signé les agréments des radios privées. Nous avons aidé à implanter RFI, BBC ici. Parce que c'est nous qui avons signé les conventions d'établissement de RFI et de BBC. Et les premiers agréments, c'est nous qui les avons accordés aux radios Soleil, Liberté, et Nostalgie. Et après, nous avons, évidemment, les agréments aussi pour la télévision. Nous avons signé en 2010 quand nous sommes revenus encore pour 10 mois de transition. C'est le cas de Évasion, c'est le cas de Diversity, ainsi de suite. Donc, nous savons que s'il y a un leadership approprié dans notre pays peut s'en sortir beaucoup plus vite qu'on ne le croit. Mais malheureusement en Guinée, on croit que tout le monde peut occuper n'importe quelle fonction, tout le monde peut tout faire. Quand dans un pays comme la France, Air France est en difficulté, lorsque Air France fait des pertes et lorsqu'on risque de fermer ses portes, comme cela s'est passé il y a quelques années, on change le PDG d'Air France, on y place un autre qui a réussi, par exemple pour le cas d'Air France, en quelques années, à faire d'Air France une entreprise prospère et qui a racheté même des compagnies comme Alitalia, comme KLM, ainsi de suite. En Guinée, on croit que tout le monde peut tout faire, alors que la question du leadership est fondamentale. Voilà.
C'est sur cela, on va quitter monsieur Omar Kassida, malheureusement il est 10h30, donc on a même grignoté quelques minutes en ce qui concerne l'émission qui va venir dans un instant sur Radio Espace. Merci à vous, vous qui nous écoutez à l'étranger sur Radio Indiana, vous qui nous écoutez sur Milo FM du côté de la Haute-Guinée. Une autre radio aussi qui synchronise cette émission, c'est du côté de Kindia, c'est Sabou FM sur 96.6. Merci de votre fidélité. Demain, on se retrouve pour un autre numéro des GG. Au revoir. C'était les grandes gueules sur Radio Espace avec le groupe SDF à travers les produits Magic Malt, Beurre Goldina, Spaghetti Golda, lait Incolac, Colacao, Foscao, XL Énergie américain. Le groupe SDF, le mastodonte des produits alimentaires en Guinée.